Au sommaire de Chibero Telebista, la visite de l'atelier Patine et Vernis pour restauration, relooking et rénovation de vos meubles et cuisines. Le tournoi féminin de pelote à main nue au Trinquet d'Or d'Yarp. Enfin, une rencontre avec Beñat Marmisol, vainqueur d'une étape de la Coupe du Monde de Skyrunning en Bulgarie. Installée à Mauléon-Lichard depuis 2017, Gwendoline, artisan d'art, vous propose de remettre au goût du jour votre cuisine ou vos meubles. Bonjour, voilà, donc moi je m'appelle Gwendoline. Vous vous trouvez ici dans mon atelier de relooking de meubles et de cuisine. Donc ce que je fais, c'est que je retape, restaure meubles anciens ou cuisine moderne ou des années voilà, d'il y a 20 ans, 30 ans. Je le remets au goût du jour avec des finitions naturelles et un décapage écologique et naturel aussi. J'ai fait mes études dans le domaine du bois. J'ai commencé par un CAP d'ébénisterie. Après j'ai continué, j'ai fait un brevet des métiers d'art toujours en ébénisterie. J'ai fait de la sculpture sur bois, marqueteuse. Et après je suis partie 1 an en Bretagne pour me spécialiser dans la restauration de meubles, où j'ai fait un concours qui m'a plutôt réussi, où j'ai été titrée d'un des meilleurs apprentis de France, au niveau départemental et régional. Et après, du coup, j'ai commencé mon travail dans le domaine de la finition, faisant la même chose, du relooking de meubles, et ça jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne mon relooking. Alors, première étape, c'est que je viens récupérer les meubles chez le client, et où les cuisines, je démonte les cuisines et je les amène à l'atelier pour les traiter. La seconde étape, ça va être le décapage. Donc j'ai un décapage par aérogommage. Et l'aérogommage, donc c'est un moyen de décapage qui est naturel, à base de sable, et qui va être projeté très fortement par air comprimé, ce qui va permettre de me remettre le bois à nu et le plus propre possible. Deuxième étape à partir de l'aérogommage, c'est la primaire d'accroche. Donc c'est une première couche blanche qui va me permettre donc de voir où le bois va pomper plus le produit ou non, et de pouvoir aussi une couleur blanche partir après sur une couleur plus naturelle et plus propre. La troisième étape, après avoir fait donc la primaire d'accroche, je viens les grainer. Donc les grainages, c'est un ponçage avec un grain très très fin, on est sur du 240 pour essayer d'avoir un support qui est doux au toucher. Et donc la troisième, quatrième étape, c'est la seconde couche qui va être la couche finale de couleur. Donc là, pour cette cuisine, on part sur une couleur qui est blanche. Voilà, donc là c'est un support, on l'entend, c'est doux. Et après on a donc la quatrième, cinquième étape. Pour cette finition, on part sur du cérusé. Donc le cérusé, c'est ici. On va mettre de la peinture qu'on va venir projeter partout. Et donc après, avec, par exemple là, c'est de la laine d'acier, on va venir essuyer le support, la patine. Le surplus va s'enlever et donc ce qui va rester, ça va être dans le veinage du bois qui a été préalablement creusé par la technique d'aérogommage. Donc là, tout simplement, j'ai fait déjà la moitié. Je viens essuyer mon support. Donc c'est une technique quand même qui est assez... où il faut être minutieux et assez concentré parce qu'il ne faut pas oublier à des endroits. Parce que quand on viendra mettre le vernis, après c'est fixé, donc on ne peut pas revenir en arrière. Alors sur cette finition, les clients souhaitent avoir un petit liseré tout autour. Voilà. Donc là... on va passer à la technique un peu plus compliquée où il faut essayer d'avoir la même épaisseur de trait partout. Voilà. Donc là on voit un peu plus le liseré et on va finir au coton-tige sur les recoins difficiles d'accès avec la laine d'acier. Donc après,
Il n'y a plus que la 5e, 6e étape, ça va être le vernis pour fixer tout ça et protéger comme il faut le bois. Et ça, il faut le répercuter après sur toutes les autres portes d'une cuisine. Donc ça peut aller de 10 portes, 17 portes, 20 portes. Nous nous retrouvons ici sur le chantier de mon client, donc, où j'ai commencé un petit peu les différentes étapes, qui est pareil qu'à l'atelier, sauf quelques différences. On va avoir le masquage. Donc le masquage, c'est protéger au maximum les différents supports, surfaces qui ne vont pas être projetées. Ça va être donc le mur, le plan de travail, le sol, pour éviter tout ce qui est poussière et éclaboussure. Le masquage, c'est une étape qui est assez complexe, dans le sens où il faut être minutieux et concentré, et protéger vraiment jusqu'au bout, pour éviter vraiment quand on enlève après le masquage, il n'y ait pas de problème, j'ai pas à nettoyer derrière. Donc voilà, dès les plaintes, on va avoir tous les rebords du plan de travail jusqu'au bout. Il faut masquer le lave-vaisselle, voilà. Le sol, pourquoi on le masque? Parce que tous les retombées, on va avoir tous ces retombées de poussière fine que va produire la ponceuse, ainsi que le pistolet. Donc même pour un travail, c'est quand même plus appréciable de travailler avec quelque chose qui est bâché ou que le sol où ça colle un peu au niveau des pieds. Et donc on avait décidé de repeindre la cuisine parce que franchement elle en avait vraiment besoin. De la changer, c'était la discussion. Ou alors c'était la repeindre. Mais en fait, voilà. Donc Sabine avait vu cette annonce sur Le Bon Coin ou l'Info Malin. Donc on a vu Gwendoline, elle est venue, elle nous a fait un devis et bon, on s'est dit quand même que c'était une cuisine qui valait le coup encore parce que elle était quand même un peu spacieuse et tout, et vu le travail qu'elle fait, franchement, on est très content, quoi. Bravo Gwendoline à ce sujet-là, parce que vraiment c'est un travail minutieux, parce qu'il y a beaucoup de protection et tout ça. Il y a du camouflage énorme, vraiment. Hein. C'est du travail propre. Hein. Je vous attends avec beaucoup de bonheur pour relooker vos meubles qui sont sentimentaux. Je vais les respecter, je vais garder leur âme. Et tout en essayant de garder cet esprit d'ancien, de faire au mieux pour que ça dure dans les générations. Donc merci de votre confiance et merci peut-être pour votre future confiance. Donc n'hésitez pas au besoin de m'appeler pour éventuellement un devis. Ça serait avec plaisir que je viendrai à votre rencontre. Pour la deuxième année consécutive, le Trinquet d'Or d'Yarp ouvre ses portes au tournoi féminin de pelote à main nue. Merci Eric, grâce à toi je vais pouvoir jouer pour la deuxième année au tournoi d'Or d'Yarp. Grâce à ce pansement et ces pelotes douces, on va pouvoir démarrer le tournoi d'Or d'Yarp pour la deuxième année consécutive. Merci. Hori eskiek adinka azkenin batetik bestilat ez da izigarriko diferentziaik eskien handitak zunin. Hori adinka edo hola edo eskia ikustez posible da erraitia horrek behar du eskailu txipi bat, horrek handi bat, horrek arteko bat, eta hori ikustez aitzinetik prestatzen dira puzkak oro. Eta horrekin trefosta denboa hanitxea bazten da, geho aski da horiek behar den lekian pausatzia eskien. Baina muzte hori deja aitzinetik egiten da, eta pentsatzen dugu batxa gaztek eta horrek beki ikasiko diela egiten, eta horrek laguntuko dutila. Ordin lehen, pelotakan, jabiten zen beti ber pelota suertia zen, pelota nolagan ofiziala, txapelketetako pelota, bizidena, trefosta gogorrago, eta prefosta holako pelotekin eskuko minake habo jausten dira, eta ez bada untsa entrenatuk, ez da posible holako pelotekin aitzia. Ordin, azken urtetan, hatxarrin haujentako,
pelota berriak sortu dira, pelota goxuak deitzen dienak. Hatxarrin egin zien haurentako, pelotaka ikas dezen. Eta ordin, atzamaiten aldia, hau da 55 gramakua, hoi da hiutan 25, badae hiutan 25. Ordin hoi prefosta kambiamen handia da, eta hori esker, holako peloter esker, posible dae gehitiake eskuuska aitzia. Gehitiak ez dienak izigarri entrenatuk posible die horrekin aitzia. Egia da gizunentako eta egia da emaztentako. Hau adibidez, da pelota bat heinbat pesu dena, 55 grama egiten du, bena hau da goxua, ez du deus ikustekoik txapelketako pelota batekin. Eta geho, prefosta geho emaztiake edo gizunake berraiza, beti aibadia esku uskan eta espadi eskuko minik, kostumatzen dira. Adibidez ego aldin, azken urtetan emaztiak esku uska hasi dira, hoi egiten die emakume cup, bada txapelketa ofizial bate, eta hasi zien pelota goxuekin. Bena hoi azken urte juntan, habo kostumatuik behitia, galtatu die pelota biziago bat eta gogorago bat ukeitia. Ordin ikusten da, geho behin hasi ondun, batxa posible dela pelota biziagoetat juitia. Hok eman dezagun dia bi pelota berpesia dienak, 55 grama, hau da goxua, eta hau biziagoa, eta prefosta gogoragoa. Eta hoik haurenak, hau txipi-txipientako, eta hau hondisagoentako edo hasten dien emaztentako. Eh bien, ce tournoi il a commencé l'année dernière. Maider, Sarasola et Eric Erchart sont venus me voir pour savoir si je voulais faire le tournoi de Manu. Mais pour moi, c'était inimaginable. Je ne suis pas du tout issue de la Manu. Je joue à la Pala depuis des lustres. Et donc, ça me paraissait bizarre que des filles puissent jouer à la Manu. Donc, mais comme je suis un peu joueuse, j'ai accepté. Donc, l'année dernière, nous avions 4 équipes au tournoi d'Ordiarp. Et bon an, mal an, cette année, on va voir les filles. Donc là, c'était à mon tour. J'ai réussi à convaincre pas mal d'équipes et on est 12 cette année, équipes. Et je pense que l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus. Leur dire que c'est à notre portée, que c'est des pelotes douces, qu'on prend le temps aussi, qu'on adapte le jeu, voilà, par rapport au but, par rapport au point, par rapport à la distance au but, on essaye de s'adapter. Et puis c'est un peu comme la Pala, il faut mieux se placer. Et c'est très très ludique, surtout à Ordiarp avec ce petit trinquet qui permet de s'amuser. Dès le départ. L'année dernière, on a eu une petite initiation, mais on a appris en jouant en fait. Et on a chacune d'entre nous des connaissances. Moi, c'est mon fils qui joue à la Manu, qui est venu nous entraîner et qui continue à nous donner quelques tuyaux pour ce sport-là. Je ne connaissais pas du tout le milieu de la Manu, c'est vraiment ici à Ordiarp que j'ai connu, grâce à Alain Duchistera, et qui a ici initié des tout petits. Et ces tout petits sont partis à Montléon et nous on les a suivis, voilà, et puis maintenant on se dit, on peut y aller nous aussi, on peut prendre notre place. Alors nous on ne va pas devenir des champions, des championnes, mais peut-être que dans les petites filles qui jouent, elles pourront voir des plus grands. Elles pourront rejoindre le SAM Pelote à l'école de Manu qui fleurit depuis 4-5 années. On sera aucune d'entre nous des champions de Manu, des championnes de Manu, mais par contre, si ça permet à des jeunes filles de se dire c'est possible, tant mieux, ça sera tout gagné, parce que bientôt il y aura des championnats de Manu en filles que la Ligue va organiser. Donc, et si ces filles peuvent rejoindre l'école de sport de l'école de Manu de Montléon, ça serait super.
Donc c'est grâce aussi à nos enfants qu'on a démarré, qui nous ont poussés, encouragés à venir. Voilà, ici à Ordiarpes, ça commence dès le plus jeune âge avec Alain qui a fait des initiations et qui après a amené ses jeunes au SAM Pelote. Voilà. Alors moi je suis de Beorlegui et du coup bon, voilà, j'aime bien jouer à la pelote avec une copine. Et on a entendu qu'il y avait le tournoi de Ordiarpes en Mernu, donc on s'est décidé à jouer à la pelote voilà, pour essayer. Et, du coup, bon, c'est pas mal. Le niveau, ben, nous on est complètement débutantes, c'est complètement différent de la pala. Enfin, voilà, après la pala, on y joue depuis toute petite. Et ben là, voilà, c'est un début et c'est un peu pareil, mais bon, c'est différent quand même. Au début, nous on a eu très mal à la main parce qu'on ne s'est pas du tout entraîné. Et bon, voilà, au final, bon, ben, on tape et puis c'est un geste un peu plus naturel et il faut prendre plus de temps, quoi. Alors le regard des autres sur la Manu féminine, il y a un peu de tout. En général, c'est plutôt encourageant et positif. Mais après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous ont dit que bon, c'est quand même un sport masculin. Enfin, j'ai eu quelques petites remarques, mais pas méchantes du tout. Mais je pense qu'il y a des choses à faire évoluer sur le sport féminin. Le rugby est un autre exemple. Il faut savoir que la Manu en féminine, de l'autre côté, en mur à gauche, elles ont un niveau très 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 fort. Elles sont très suivies sur les conchas. Donc voilà, c'est un sport où les femmes peuvent se réaliser, se développer sans problème. Beñat Marmisol, notre champion sous le thym, fait désormais partie des meilleurs coureurs au monde. Il est 6e au classement général mondial de la compétition de skyrunning. Alors le skyrunning, c'est de la course en montagne, course à pied en montagne, en très haute altitude avec de très forts dénivelés, souvent à une moyenne supérieure à 2000 mètres et sur des terrains très accidentés et qui n'empruntent pas forcément des sentiers et beaucoup de zones aussi hors sentiers avec des balisages qui sont plantés soit sur des cailloux ou sur des zones herbeuses. Et il faut suivre ces chemins-là. Les distances les plus courtes de ces formats sont aux environs de 21 km, qui équivaut à un semi-marathon de montagne. Cette année, la plus longue faisait 74 km. Mais l'année dernière, il y en avait une de 110 km en Espagne. Bon, voilà. Donc on va dire que l'ultra le plus long, en gros, se situe aux alentours des 80 km pour faire une moyenne. Il faut surtout avoir une très bonne gestion, hydratation, alimentation, des fois tactique aussi, c'est-à-dire on connaît au fil des années de l'expérience, on connaît quelques adversaires, on connaît leurs points forts, leurs points faibles. Je ne sais pas partir vite, je n'y arrive pas et je suis plus à l'aise par contre au fil des kilomètres. C'est là que je sens que je commence à être mieux. Donc j'ai tendance souvent à me laisser aspirer en début de course par la vitesse des départs rapides des grosses pointures, on va dire, et parfois je le paye parce que je me grille un peu les ailes un peu trop tôt ou il me manque de la force pour finir des courses. Mais avec les années, bon, je commence à essayer de pas tomber dans le panneau et bon, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais après, le niveau international est tellement élevé que de toute façon, ça part très vite. Même sur une course de 80 km ou 70 km, le niveau est stratosphérique. Donc, il faut être de toute façon prêt physiquement et mentalement à souffrir du début jusqu'à la fin. Mais d'abord, j'ai commencé à courir comme ça, le 1er janvier 2008. Certaines personnes arrêtent de fumer à un 1er janvier, d'autres prennent certainement d'autres résolutions. Moi je me suis dit, je vais me mettre à courir. Donc je me suis mis à courir. C'est un sport qui ne demande pas grand chose, pas beaucoup d'exigences, une paire de chaussures, un short, un t-shirt et feu. Et puis petit à petit, en faisant des places très correctes, bon, l'envie de toujours en faire plus est arrivée.
de s'entraîner aussi un petit peu plus. Et petit à petit, j'ai commencé à participer à des courses un peu plus importantes, avec un peu plus de renom. Donc je pense que un virage très important pour moi a été la course du Vignemale à Cauterets. C'était une course mythique dans les Pyrénées. Le sommet du Vignemale, c'est certainement le plus beau même des Pyrénées. Et j'ai gagné cette course qui restera l'une des plus belles, parce qu'elle est fabuleuse. Et là j'ai pris conscience que vraiment en montagne, sur des terrains très très accidentés, j'étais beaucoup plus à l'aise que sur des parties roulantes ou des sentiers beaucoup moins techniques. De jolis résultats sur certaines belles courses, comme le Canigou dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne, où j'ai gagné là-bas aussi. J'étais loin d'être favori, mais j'ai fait aussi un très bon chrono. Au-delà de la place, c'est le temps, j'avais fait un bon chrono. En 2016, j'ai eu la chance d'obtenir un dossard pour les championnats du monde de skyrunning. Donc j'y étais en toute décontraction, vraiment zen, et à mon énorme surprise, je finis 10e, premier français. Et donc là, ça a été le début, on va dire, de l'aventure du skyrunning, puisqu'en finissant à cette place-là, des organisateurs de courses, on va dire, sont venus me solliciter, m'inviter pour participer à des courses de skyrunning, que ce soit au niveau international ou même au niveau national, ou même d'autres courses. Et donc ça a été beaucoup plus facile pour moi de mettre le pied dans l'étrier, parce qu'après je n'avais plus besoin comme on dit, de faire mes preuves ou de gagner des points sur certaines courses ou quoi que ce soit. Automatiquement, avec ce résultat, voilà, ça m'a ouvert toutes les portes. Pour arriver à ce niveau international, il n'y a pas de secret. Même en m'entraînant comme je m'entraîne, je prends de sacrées, on va dire, claques par les premiers, par les coureurs qui sont les meilleurs au monde. L'écart est monstrueux. Bon, beaucoup sont professionnels, évidemment. Moi, je suis amateur, j'ai commencé tard. Eux ont commencé tout jeunes. Ils sont certainement aussi meilleurs que moi, je ne cherche pas d'excuses. Mais il faut travailler sans relâche pour maintenir le niveau au moins que j'ai là. Il ne faut rien lâcher, rien lâcher. J'ai réussi à réaliser mon plus grand rêve en gagnant une manche de Coupe du Monde en Bulgarie. Donc j'oublierai jamais cette journée, évidemment. Je pensais jamais pouvoir y arriver, jamais dans ma vie pouvoir gagner une course de ce niveau-là avec les athlètes qui composent ces courses-là. Le matin de la course, voilà, je me suis présenté sur la ligne de départ. J'étais pas mieux que d'autres jours, vraiment pas mieux. Les jambes n'étaient pas forcément particulièrement mieux. J'ai fait un premier début de course où j'ai quand même pas mal souffert pendant 1h30. Et je me suis dit, baignat, ça va être dur aujourd'hui. Quand même, devant, il y avait un rythme d'enfer. Je suis après passé assez rapidement en tête, à partir du 25e kilomètre. Et donc j'ai mené la course, nous sommes retrouvés après 4. Donc j'étais souvent moi en tête et trois autres athlètes derrière. Et j'arrive à une intersection d'un sentier et 2 personnes me demandent en anglais si je faisais la course du 66 km. Je leur réponds oui et ils me disent avec la main c'est par là, comme ça. Et là le chemin que je suivais s'est arrêté. Je me suis retrouvé face à un tout petit sentier, mais même pas pratiqué, rien du tout, avec quelques ronces en travers, des branches et des arbres. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Tu méritais pas ça. Et alors là, je me suis mis en mode bachourdia. Je suis rentré dans le sentier. Je suis passé par-dessus des branches, des arbres, écarté des ronces, pris des feuilles dans la tête, tout ça. Et au bout de je ne sais pas combien de minutes, ou même de kilomètres, je ne sais pas si j'ai fait, je ne sais plus, j'ai réussi à retrouver le bon sentier. Il y a une personne de l'organisation qui m'encourage et qui me dit en anglais « You are the first, go, go, go !»
Et j'ai accéléré, ça a été très très dur. J'ai beaucoup souffert, mais quand je suis arrivé sur cette ligne et que le ruban était encore tendu, pour moi ça a été mon plus grand rêve de sportif. De sportif, je dis bien. Il y a des choses plus importantes, mais sportivement, je ne pouvais pas en connaître et en vivre une aussi belle. Donc en fait, moi, c'est un peu, je suis une toute petite pièce dans l'échiquier. Je l'aide du mieux possible pour qu'il soit le plus tranquille possible le jour de ses courses. Et je l'aide, comme j'ai dit, à faire tout ça, quoi. En l'aidant, comme je fais, j'essaie aussi de lui alléger la lourdeur financière de son projet. Voilà. Parce que ça représente beaucoup d'argent. Il est aidé, mais pas à la hauteur des autres coureurs qu'il affronte sur les courses. De l'extérieur, même s'il ne le dira peut-être pas, mais c'est facilement un budget de 30 000 € à l'année. Si on considère qu'il prend des disponibilités pour son travail, tout le matériel, les voyages, inévitablement il y va avec Sandrine, son épouse, pour qu'elle lui fasse des ravitaillements. Bon, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc moi je lui tire mon chapeau parce qu'il n'a pas beaucoup d'aide, il fait ça en amateur. Et c'est sûr que s'il y avait quelques mécénats qui pointaient à l'horizon, ils seraient les bienvenus, quoi. Voilà. Alors Beñat est très attaché à la famille. Je le suis sur toutes ses courses, j'essaie. Et je suis pour lui, je suis son paratonnerre. J'essaie d'être là, de lui envoyer tout ce que je peux sur les ravitaillements. J'essaie de l'encourager quand ça va pas. Quand ça va, j'essaie de faire tout ce que je peux. Des fois où ça va pas, où il a des moments où bien sûr c'est dur, c'est très dur, c'est compliqué, et lui remonter le moral parce que ce qu'il fait c'est dur. Cette année, Nathan est parti une fois avec lui parce qu'il a voulu lui faire cette surprise. Donc en Suisse, c'était Nathan, et une fois en Espagne, c'était sa maman. Sinon, toutes les autres, c'était moi. J'aime la course à pied, j'adore ça, en montagne, mais j'aime surtout, plus que la course à pied, la montagne. Moi, demain, si je ne peux plus courir, j'espère pouvoir faire de la montagne en randonnée. J'adore la randonnée. Parce que la course à pied, c'est bien en loisir, mais après en compétition, c'est quand même très dur. Donc, j'oublie jamais cette notion que si je ne peux plus courir, c'est pas ça le plus important. Voilà, le plus important, c'est mon environnement. Et mon environnement, c'est ma famille, les gens que j'aime, et ce cadre ici que... Voilà, je vis ce moment-là, j'ai la chance de le vivre, et puis voilà, le jour où ça s'arrête, je passerai à autre chose, mais je profite de ces moments-là. Bonjour aux auditeurs de Shibero Telebista. Aujourd'hui, petit tuto pour regarder votre journal préféré de votre téléphone à votre télé. Pour cela, c'est tout simple. Votre téléphone, un câble que vous trouvez dans n'importe quel commerce, et vous reliez ça à la télé. Venez, on va voir. Donc, je prends le câble HDMI, je viens le brancher sur la télé en prise HDMI. Vous branchez votre embout au téléphone, comme ceci. Vous allumez votre télé, vous allez dans Sources, et vous cherchez l'HDMI. Vous retrouvez votre téléphone sur l'écran, vous allez sur internet, vous tapez Shibero Telebista, vous allez trouver 6 rubriques,
comme par exemple les clubs sportifs sous le Thain. Vous choisissez le reportage qui vous intéresse. Et il sera affiché sur votre écran. Et ça sera plus agréable de regarder Sibero Telebista sur un grand écran avec vos amis ou votre famille.